Bienvenue sur le ring, Omar Bakou. Merci, c'est Rachid pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Omar Bakou, je rappelle que vous êtes économiste et spécialiste en politique de change. Donc, en clair, en politique monétaire. C'est exactement ça. Sur le ring avec vous, c'est donc décliné en trois rondes thématiques. Première ronde, moins de liquidités. Donc, on parle d'assèchement, en tout cas des liquidités bancaires, plus d'inflation, parce qu'il y a toujours une inflation qui reste forte. Quel impact sur la monnaie? Donc, quel impact monétaire avec un point d'interrogation, vous nous direz. Deuxième ronde, resserrement monétaire, durcissement, en tout cas monétaire au niveau monde, mais également au niveau Maroc, puisqu'on l'a vu en fin 2022 avec 2 relèvements de taux directeurs. Donc, quelles conséquences sur le dirham, appréciation, dépréciation, et également sur le panier de devises et les taux de change et la politique de change. Troisième ronde, vers de nouvelles hausses de taux et des taux directeurs en 2023 selon vous. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que 2023 soit marqué à l'instar de ce qui se passe au niveau des États-Unis avec la Fed et au niveau de l'Europe avec la BCE, sur des relèvements de taux quasi mensuels, en tout cas en termes de rythme, des taux directeurs, donc impact direct sur la monnaie et impact direct sur la croissance économique. Donc Omar Bakou, on va démarrer avec le premier thème, moins de liquidités, assèchement des liquidités, on voit le plus d'interventionnisme de la Banque centrale et une inflation toujours forte. Est-ce qu'il y a une crainte à avoir des conséquences directes sur la monnaie et sur le dirham? Non, il n'y a pas de mon point de vue de crainte, parce que ce qu'a fait dernièrement Banque du Maghreb, c'est juste une gestion d'une situation qui n'aura pas finalement un impact sur l'inflation. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il y avait des fuites de liquidités, sorties de billets de banque, augmentation du cash durant la période du Covid, puis il y a eu un impact à travers les créances en souffrance qui ont augmenté, ajouté à cela les dépôts à vue et les dépôts à terme qui ont baissé. Tout cela a nécessité une certaine injection de liquidité de la Banque centrale, mais qui n'aura pas, in fine, à la fin, un impact sur les moyens de paiement à la disposition des agents économiques et qui impacte l'inflation. En même temps, Omar Bakou, on a vu aujourd'hui, on voit l'intervention en tout cas de la Banque centrale, c'était multiplié par deux, on est passé de 40 à 80 milliards de dirhams de monnaie, en tout cas de création monétaire, qui sont à la disposition des banques. Donc voilà, beaucoup se sont interrogés sur avec le bug qui s'est passé aussi en début d'année, avec la panique sur le marché monétaire. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui? Est-ce qu'on est face à un assèchement des liquidités? On l'était déjà en 2022, on redémarre avec cette situation identique en 2023. Donc est-ce qu'il y a des craintes sur la valeur monétaire et sur le dirham? Tout d'abord, c'est moins que ça, parce que dans l'annonce de Banque du Maghreb, ce qui est envisagé, c'est 25 milliards de dirhams. Donc ce n'est pas les 40 milliards ou 80 milliards. Ouais. Et ceci, si on veut vraiment analyser les raisons de ce montant, de la fixation de ce montant, c'est un déficit de liquidité qui a été constaté si on compare par exemple l'année 2022 par rapport à l'année 2021. Si on veut schématiser, c'est que chaque semaine, il y a les banques qui viennent demander de l'argent auprès de Banque du Maghreb, et Banque du Maghreb leur prête de l'argent dans un délai d'une semaine. C'est comme si vous êtes la banque centrale, moi je suis les banques, et je viens chaque semaine vous demander un montant d'argent. Donc c'est les banques qui se financent auprès de la Banque centrale. Bien sûr. Et à chaque fois vous financez, moi si je suis les banques, donc je vous rembourse. Donc au lieu pour éviter ce va-et-vient, donc la Banque centrale, ça c'est un aspect, c'est un volet. C'est pas sur la base de la création monétaire. Bien sûr, c'est la monnaie qui est créée. C'est de la monnaie qui est créée, mais la monnaie qui est créée, c'est pas toujours automatiquement une monnaie qui est inflationniste. C'est-à-dire il y a tout un circuit, un ensemble de conditions pour que cette monnaie soit inflationniste. Mais en même temps, quand on est dans un contexte aujourd'hui d'inflation, voire d'hyperinflation, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de dépréciation monétaire déjà, conséquence de l'inflation, combiné avec un assèchement des liquidités qui a un impact, en fait, qui déprécie la monnaie de manière mécanique et naturelle? Il y a deux aspects. Il y a l'aspect valeur interne de la monnaie, c'est-à-dire le taux d'inflation, c'est-à-dire parce qu'une monnaie nationale, quelle qu'elle soit, elle a une valeur interne, c'est-à-dire son pouvoir d'achat et sa capacité d'acquisition de produits à l'intérieur du pays. Et donc, quand les prix augmentent, donc elle perd ce pouvoir d'achat. Mais il y a la valeur externe. Donc la monnaie déprécie automatiquement en fonction du rythme de l'inflation. Ce n'est pas automatiquement, peut-être plus automatiquement, si j'ose utiliser cette expression, dans les pays qui ont un régime de taux de change flottant. Mais dans le cas du Maroc, la valeur externe du dirham, donc le taux de change, est reparisé à travers
le système de taux de change plus ou moins fixe qu'on adopte ou taux de change contrôlé qui fait que le taux de change ne peut pas s'écarter de la bande de plus ou moins 5%. Donc il ne peut pas se déprécier d'une manière taux de change C'est-à-dire effective. concrètement, même s'il y a, parce que je pense votre c'est vous le spécialiste, parce que on dit, le marché des liquidités conditionne la valeur de la monnaie. Donc voilà, qui est en phase communicant et en même temps il y a de l'inflation et de l'hyperinflation. Il y a un lien, mais ce n'est pas un lien automatique. C'est-à-dire, supposons, c'est-à-dire pour simplifier, qu'il y a plus de monnaie sur le marché qui crée plus d'inflation, ça va impacter les avoirs de réserve. Mais ça ne va impacter le taux de change au Maroc effectif qu'à raison de 5%. Donc la variable d'ajustement... Donc elle est maîtrisée, vous dites, parce qu'il y a des bandes, en fait, cette bande de fluctuation de 5 et 5 qui fait qu'il ne peut pas y avoir une flambée, en tout cas une dépréciation conséquente de la monnaie. C'est ça qui nous protège aujourd'hui. C'est le taux de change ne peut pas se déprécier de plus de 5%. Mais quand j'ai un dollar qui décolle, qui est très fort, quand j'ai un euro aussi qui est fort, même si le dollar est encore plus fort, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de dépréciation monétaire du dirham qui se fait automatiquement combiné à l'inflation? Non, le système de panier fait que les variations bilatérales entre entre le dirham et le dollar et le dirham et l'euro est contrôlée. C'est-à-dire quand le dollar se déprécie, par exemple, comme c'était le cas depuis quelques mois de plus de 10% par rapport à l'euro, ou peut-être de 20%, cette dépréciation, la dépréciation du dirham, ça s'est traduit par une dépréciation du dirham à raison de 60%, c'est-à-dire par rapport à l'euro et par rapport au dollar, et une appréciation du dirham par rapport à l'euro. C'est-à-dire que ce système-là se traduit par un mécanisme de compensation en termes de taux de change. Donc et cette compensation fait que la valeur effective du dirham, la valeur externe, reste contrôlée grâce à ce mécanisme. Au Maroc, si le dirham était totalement flottant, c'était d'ailleurs les velléités et recommandations du FMI depuis plusieurs années, ça aurait été beaucoup plus compliqué aujourd'hui que ça ne l'est. Ce n'est pas tellement compliqué parce que ça aurait pu se traduire par une dépréciation plus importante que 5%, mais ça ne va pas dépasser peut-être les 10 ou 15% maximum. Pourquoi ? Parce que le système, le régime de flottement envisagé dans le cas où on le met en place au Maroc, ça va être accompagné par un système de ciblage d'inflation. Et le ciblage d'inflation, c'est quelque part dans une économie comme celle marocaine, c'est un ciblage du taux de change. C'est-à-dire que la Banque centrale va continuer à soutenir le dirham à travers des interventions sur le marché de change, et ces interventions vont faire en sorte que le dirham ne pourra pas se déprécier plus de 15%, de 10%. Quand ces interventions hebdomadaires de la Banque centrale, de plus en plus importantes, on le voit depuis quelques semaines, alors je ne sais pas si c'est dû à la conséquence, en fait, le bug qu'il y a eu sur les marchés monétaires en début d'année, mais est-ce que ça, c'est aussi faire en sorte qu'on fait le dirham, on le met à un certain niveau, une certaine hauteur, mais en fait, il est surévalué. Ça n'a aucun et que du coup, parce qu'en fait, les importateurs, quand on importe et que c'est libellé en dollars ou en euros, eux, ils le ressentent. Non, ça n'a aucun lien. Donc, on dirham trop fort, en fait. Non. Parce que trop fort est soutenu. Il faut distinguer, il faut faire une grande distinction entre le marché monétaire, la politique monétaire et la politique de change, ce qui se passe sur le marché de change. Les interventions de la Banque centrale ou l'intervention d'injection de liquidités, l'achat des bons du Trésor, elle a des raisons bien précises. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une baisse de liquidité auprès des banques, donc il y a un léger assèchement de liquidité, et cet assèchement est dû pour une bonne partie à des raisons de comportement des agents économiques qui ont fait des retraits de liquidités de dépôt à vue, ce qui s'est traduit par moins de liquidités auprès des banques. Il fallait que la Banque centrale intervienne pour compenser ce déficit de liquidité. Donc et cette compensation... le rachat des bons du Trésor, parce que beaucoup se sont dit par rapport à ce qui s'est passé, c'était brutal, c'était imprévisible, et que du coup, c'est la question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'il y a un problème au niveau du Trésor? Est-ce qu'il y a un problème de financement au niveau du Trésor qui fait qu'il y a eu cet interventionnisme brutal de la Banque centrale? On ne peut pas dire que c'est brutal, mais ça a été perçu comme brutal parce que c'est la première fois qu'on recourt à ce genre d'instrument. Il n'y a pas de précédent, il n'y a jamais eu de précédent. Il n'y a jamais de précédent, mais il y avait pas un précédent, mais un instrument similaire qui était les réserves obligatoires. Les réserves obligatoires, c'est des avoirs, des liquidités des banques que la Banque centrale gèle dans la limite de certains pourcentages. Et à un certain moment, ces réserves obligatoires étaient même à 10%, c'est-à-dire 10% des réserves obligatoires, si je m'abuse, étaient gelées par les banques, par la Banque centrale. La Banque centrale a commencé progressivement
à réduire ce taux des réserves obligatoires. Et dans la période du Covid, elle a fait baisser de 2% à 0%. C'est-à-dire qu'elle a donné un chèque gratuit aux banques marocaines de l'équivalent de 10 milliards de dirhams. Aujourd'hui, cette marge de manœuvre n'existe plus. Donc ce qui reste, c'est l'intervention à travers les bons du Trésor. L'achat des bons du Trésor. Les bons du Trésor, mais en même temps, est-ce que la question du financement à terme du Trésor se pose aujourd'hui? C'est toujours pas réglé. Quand on a vu ce qui s'est passé en début d'année. C'est une question qui se pose. Mais il ne faut pas non plus la dramatiser, parce que la question, comment elle se pose, c'est qu'il y a eu un problème de financement sur le moyen et surtout sur le long terme. Oui. On a remarqué durant les 3 dernières années qu'il y a eu une baisse sur les échéances de long terme et un petit peu sur le moyen terme, c'est-à-dire que les acteurs du marché financier marocain, des marchés de capitaux, les OPCVM, les compagnies d'assurance, les banques et la CDG, donc ont une certaine, je dirais, une aversion, une frilosité, une peur par rapport aux échéances à moyen long terme, surtout par rapport au climat un peu d'incertitude, notamment sur le taux d'inflation, sur le taux d'intérêt directeur. Donc c'est ça qui explique en fait le fait qu'il y a eu cette panique sur le marché monétaire. Sur le marché monétaire, il y a eu en deuxième lieu une certaine mésentente ou une incompréhension parce que le Trésor n'a pas accepté les taux, les conditions qu'on lui a imposées durant l'année dernière. Justement, les spécialistes comme vous disent aussi le Trésor, il n'y a pas eu de hausse de taux durant toute l'année 2022. Exactement. Et qu'il aurait fallu aussi une hausse de taux anticipée et serait éviter cette panique sur les marchés monétaires. Exactement, ou peut-être que mettre en place les taux d'intérêt variables qu'on vient de mettre en place pour un peu ajuster le marché et faire en sorte que le marché puisse fonctionner. Éviter certainement ce vent de panique en début d'année. Vent de panique en début d'année. Deuxième round. Le rehaussement monétaire, on le voit partout, c'est la Fed, la Banque centrale pour ne citer qu'elle, mais il y a aussi la Banque du Japon, il y a aussi la Banque d'Angleterre qui opère des relèvements de taux d'un quart de point en fonction de chacun. Nous, on est aussi dans la restriction monétaire depuis septembre dernier, avec des relèvements de taux successifs. Il y en a eu 2 durant le dernier semestre 2022. Beaucoup considèrent qu'il faudrait aussi, en tout cas suggérer au Maroc, je pense à l'agence de notation financière Fitch, de relever aussi le taux directeur qui est de 2,5 aujourd'hui et le ICR 3,5 dans les prochaines semaines ou en tout cas les prochains mois. Donc resserrement monétaire, quelles conséquences quand on se retrouve aujourd'hui sur le dirham? C'est-à-dire plus on renchérit le taux directeur, plus on renchérit le taux des crédits, que ce soit la consommation à l'immobilier, ça se fait déjà sentir au niveau du crédit immobilier qui a augmenté. Est-ce que là-dessus, il y a aussi un enjeu monétaire de taille? Et il faut gérer tout ça. Parce que si on fait une rétrospective, les taux d'intérêt directeurs, à un certain moment au Maroc, il était de 16%. C'était des taux élevés. Ça, c'était il y a 20 ans, 25 ans. Il y a 20 ans, 25 ans. L'économie avait supporté ça et c'était normal. Bien sûr, il y avait des conséquences un peu pernicieuses sur l'économie. Par la suite, il y a eu une tendance progressive de baisse des taux d'intérêt directeurs. Et il faut que l'économie, que les opérateurs économiques puissent accepter qu'on est dans une conjoncture où les taux d'intérêt directeurs doivent un peu augmenter. Pourquoi? Parce que, pour résumer... Qui c'est qui doit faire l'effort, Mabakou, dans la situation dans l'économie? On a une courbe aujourd'hui ascendante de la hausse des taux directeurs de la Banque centrale, fixés par la Banque centrale, qui a été renchérie à 2 reprises. Peut-être une troisième fois, vous le direz ultérieurement sur le troisième round. Mais est-ce que les banques doivent faire un effort aussi, peut-être en rognant un petit peu leur marge et en moins impactant, donc en impactant le taux des crédits qui sont distribués, que ce soit aux particuliers, que ce soit aux ménages ou surtout à l'entreprise, compte tenu qu'ils vont emprunter, ils empruntent aujourd'hui à 2,5 et les taux de crédit sont 6, 7, 8%. Donc, est-ce qu'il y a un enjeu aussi de se dire, effectivement, il y a un contexte particulier, mais bon, les banques aussi devraient peut-être faire un effort. Est-ce que c'est ça qui selon vous, aurait le plus de sens? Bon, avant d'entamer le sujet de l'effort et de la répartition des marges, il y a un sujet extrêmement important qui est en amont, c'est la question de est-ce qu'on doit favoriser les créanciers ou les débiteurs? Parce que finalement, si on oublie et on évacue l'intervention de la Banque centrale, finalement, l'intervention de la Banque centrale, c'est à raison de 10% dans les ressources bancaires. Et finalement, il y a une épargne, et il y a des demandeurs de l'épargne qui sont généralement soit des consommateurs, soit des investisseurs. Et donc, il faut se mettre d'accord sur un prix juste. C'est-à-dire que des personnes qui sacrifient leur épargne, il faut qu'ils aient
en contrepartie une rémunération qui soit juste. Et donc ça, c'est un aspect extrêmement important. Parce que tout le modèle aujourd'hui qui est de la libéralisation financière, qui est prédominant depuis au moins une vingtaine d'années, que le Maroc adopte, qui est adopté partout au monde, c'est un régime de libéralisation financière qui se base sur la promotion de l'épargne, et la promotion de l'épargne à travers une bonne rémunération de l'épargne. Et quand on parle d'épargne, ce n'est pas juste les particuliers qui veulent, mais il y a les caisses de retraite, il y a de l'épargne institutionnelle qui pèse dans l'économie, et ça c'est un aspect extrêmement important à prendre en considération. Ce qui permet de renforcer la signature d'un pays, la signature Maroc, lorsqu'on va aller sur les marchés internationaux. Est-ce que c'est ça de la dette? Est-ce qu'il y a un lien? C'est-à-dire, voilà, je vais avoir un bloc, je favorise l'épargne, parce que ça me permet d'avoir des ressorts financiers aussi, des ressorts monétaires? C'est un tout, c'est-à-dire que c'est lié. Quand vous avez un taux d'épargne qui est assez important, donc vous avez un compte courant qui est solide, donc vous avez des ressources, en fait, c'est moins d'engagement finalement pour l'État à long terme, etc. Donc c'est un tout, donc c'est un élément extrêmement important parce que les agences de notation, ils regardent tout ça. C'est des indices synthétiques. Et plus on a d'épargne, plus on est un bon élève, en tout cas pour les agences de notation financière. Exactement. Entre autres. Mais ce resserrement monétaire qui est mondial et qui est effectif et est une réalité chez nous, quel impact sur le dirham? Est-ce qu'il y a la crainte aussi d'avoir sous la pression de l'hyperinflation, d'avoir une dépréciation monétaire, d'avoir un dirham aussi qui va être confronté à ce durcissement monétaire, compte tenu qu'on va avoir un dollar qui va être de plus en plus fort, qu'il est déjà, et un euro qui va être de plus en plus fort, puisqu'on voit que ce soit la Fed ou la BCE relèvent sans arrêt leurs taux? Non, quand on regarde le marché d'échange du Maroc, c'est-à-dire nos recettes et nos dépenses en devises qui agissent sur le taux de change et sur les avoirs de réserve, donc elles dépendent de facteurs quelque part extra-monétaires et extra-marché des capitaux parce qu'ils dépendent de la balance courante, c'est-à-dire de nos échanges commerciaux, essentiellement nos importations de marchandises et de services et nos exportations de marchandises et de services et des transferts des MRE. Donc nous avons une balance des paiements, le bas de la balance qui est important, et ces éléments ne dépendent pas des marchés des capitaux mondiaux et de la politique monétaire. En tout cas, ils ne dépendent pas à court et à moyen terme. Donc nous, sur cet aspect-là, on arrive à bien le gérer. Et si on regarde les 20 dernières années, nos performances de la balance des paiements, elles sont intimement liées au prix des produits énergétiques. C'est-à-dire que quand les prix baissent, nous avons généralement des excédents de la balance des paiements, en tout cas une balance des paiements qui se porte bien. Mais quand les prix augmentent, comme c'est le cas aujourd'hui, quand les prix augmentent, il y a des tensions, le panier de devises est en tension. Il y a une pression qui est d'ailleurs... Et est-ce qu'il y a une pression qui s'exerce aussi sur la valeur de la monnaie? Pour ceux qui sont importateurs aujourd'hui d'hydrocarbures, en tout cas de produits énergétiques, on voit qu'il y a une flambée, une inflation qui est constante depuis plusieurs mois. On paye généralement, en tout cas ces importateurs-là, c'est libellé en dollars. On voit que le dollar aujourd'hui est dans une phase extrêmement ascendante. Est-ce que du coup, la monnaie perd de sa valeur? Non, il faut faire quand même une distinction entre la valeur... Ce qui renchérit le prix, oui, du coup, parce que le renchérit le prix de vente, et est-ce qu'il n'est pas conditionné à la dépréciation de la monnaie la dépréciation du taux de change du dirham par rapport au dollar, elle n'est pas due explicitement ou directement à la situation du marché de change. C'est-à-dire qu'elle n'est pas due à nos recettes, au flux de nos recettes et de nos dépenses, mais elle est due au mode de cotation du dirham, qui est coté d'une manière qui fait que quand le dollar s'apprécie par rapport à l'euro, le dirham se déprécie par rapport au dollar, à raison de 60%. Donc il y a une dépréciation mécanique qui se passe. Il y a une dépréciation mécanique. Maintenant, si on regarde le marché de change d'une manière globale, depuis la mise en place pour juste se fixer sur cet horizon temporel de cette réforme du régime de change, il est presque en équilibre. Et même la Banque centrale marocaine a procédé à une opération plutôt de rachat de devises, c'est-à-dire pour absorber un excédent. Et ceci grâce à un certain nombre d'éléments. Il y a des éléments, c'est-à-dire qui sont sains sur le plan économique, de performance de l'économie, notamment les investissements étrangers, les transferts des MRE, Est-ce que ce n'est pas surtout les transferts des MRE qui préservent notre matelas de devises? Il y a les transferts des MRE, il y a également les recettes touristiques, il y a le maintien des investissements directs étrangers qui est important, mais il y a également un aspect extrêmement important qui est la diversification des exportations qui commence quand même à prendre du relief. Cette année 2023 se poursuit sous le rythme du durcissement et du resserrement monétaire. A priori, en tout cas pour le premier semestre, je ne sais pas, les spécialistes experts comme vous à travers le monde
ont comme prévision ça. C'est-à-dire que les taux vont monter puisque le ciblage de l'inflation, on le voit en tout cas au niveau de la Fed, ils considèrent que même si l'inflation a légèrement baissé, c'est pas encore ça. Donc c'est pour ça qu'ils opèrent à des relevés de taux en permanence. La BCE emboîte le pas. Est-ce que là-dessus, il y a des craintes à avoir, selon vous, ou pas, sur une dépréciation monétaire mécanique entre l'appréciation du dirham vis-à-vis de l'euro ou du dollar? Est-ce que là, il y a un risque de dépréciation monétaire et de l'achat de devises et de dollars ou de l'euro qui coûtera plus cher en 2023? Non, je ne pense pas qu'il y aura une pression sur le marché d'échange pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que nous avons quand même une dominance au niveau de notre marché d'échange, c'est que c'est un marché d'échange dominé par des flux commerciaux ajoutés au transfert des MRE et aux investissements étrangers. Maintenant, il y a un aspect également à prendre en considération, c'est le remboursement de la dette. Oui. Qui va jouer 42 milliards en 2022. Dette extérieure surtout, oui. Qui va jouer un rôle. Donc oui. il faut pouvoir soit le compenser par des flux dans l'autre sens, c'est-à-dire que le Maroc doit chercher à lever des fonds pour un peu équilibrer le marché d'échange pour qu'il n'y ait pas une pression sur les avoirs de réserve. Parce que le régime qu'on adopte aujourd'hui est un régime de taux de change contrôlé et ce régime fait que le taux de change, comme je l'ai souligné tout à l'heure, ne peut pas baisser au-dessous de 5% en termes de taux de change effectif. Et la pression va se faire plutôt sur les avoirs de réserve plutôt que sur le taux de change. Vu du contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, hyper-inflationniste, on voit un nouvel ordre économique mondial aussi, un nouvel ordre économique énergétique également, parce qu'il y a une redistribution des cartes à travers le monde. Est-ce qu'il est temps ou pas, selon vous, à bas coût, de revoir aussi le rééquilibrage de notre panier, de notre politique de change? 60% euros, 40% dollars. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas une réflexion à mener pour qu'il y ait un peu plus d'équilibre au niveau du panier de change? On peut le faire parce qu'au début, à un certain moment, on a privilégié l'euro. Lorsqu'on a mis en place un panier qui était à 80% en euros, et à l'époque, ça ne reflétait pas les échanges extérieurs du Maroc. Et donc, on l'a fait, c'était quelque chose de prospectif. Parce qu'on avait signé l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, on s'est dit, c'est un signal politique que nous, notre perspective, c'est d'échanger plus. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui d'envoyer un autre signal? Non, on l'a fait déjà parce que la réforme, lorsqu'on a ramené le taux de change, la répartition, la ventilation du panier ou le ratio de 80-60%, c'était déjà un pas extrêmement important. On peut le faire, c'est-à-dire le ramener à du 50-50. Certains considèrent que le temps est venu de ramener à 50-50. Peut-être ça peut se faire sans aucun problème, mais ça va refléter la ventilation de nos importations. C'est-à-dire que nos importations sont à 50% en euros et 50% en dollars. C'est pour ça que certains considèrent qu'il faudrait revoir et rééquilibrer notre panier de change. Si on voit du côté des importations, donc ça va quelque part stabiliser le pouvoir d'achat externe de notre monnaie, mais du côté des exportations, donc nous avons juste 35%, 40% qui est en dollars. Donc, une dernière question par rapport à FMI, l'engagement, cette ligne de tirage modulable. Il y a une première ligne de tirage qui a été effectuée par le Maroc lors du Covid. Et là, il y a une ligne aujourd'hui, par contre, là, cette fois-ci qui est modulable. Est-ce que c'est aussi pour se préserver de tensions sur le panier de devises et sur le maintien de notre monnaie et notre dirham? Est-ce que c'est essentiellement les motivations principales? C'est bien sûr la ligne modulable ou ligne de financement. C'est une garantie du FMI, en fin de compte. Parce que quand vous dépassez un certain seuil d'endettement, vous avez mécaniquement, automatiquement des difficultés pour se financer sur le marché financier international. Et pour se prémunir contre ce risque, donc soit de ne pas être en mesure de pouvoir lever des fonds sur le marché international, ou peut-être de se voir imposer des taux très élevés, ou peut-être ne pas pouvoir lever une dette sur 5 ans, 10 ans, c'est-à-dire qu'on va vous mettre dans une dette à vue. Donc l'idée, c'est d'avoir un tiers de confiance, qui est le Fonds monétaire international, qui a une certaine personnalité, ou peut-être c'est la Banque centrale mondiale, finalement le FMI. Et donc quand il vous garantit, donc ça vous permet de se financer sur le marché international, ce qui vous prémunit contre toute crise d'endettement et toute crise de change. Et effectivement, on va y aller là-dessus, parce que le troisième round, je rappelle la thématique vers de nouvelles hausses des taux directeurs en 2023.
Parce qu'Omar Bakou fait partie de celles et ceux, experts et spécialistes en politique de change, qui considéraient qu'une nouvelle hausse des taux directeurs en 2023 seront inévitables. Je n'ai pas dit une hausse, des hausses. Au Maroc ou à l'étranger? Chez nous. À l'étranger, ça a commencé déjà depuis plusieurs mois et ça continue. Si on veut vraiment capitaliser sur ce qui s'est passé aujourd'hui, sur le marché des capitaux, à mon avis, il faut qu'on change la modalité de gestion ou d'annonce des taux directeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on laisse c'est-à-dire trimestriellement jusqu'au conseil de Banque Maghreb et après on annonce soit un relèvement, soit le statu quo. À mon avis, il faut que peut-être la Banque centrale donne plus de visibilité. Au lieu de le faire trimestriellement, de le faire mensuellement? Non, pas question de la fréquence mensuelle, mais je pense qu'il faudrait peut-être se projeter un peu sur le moyen terme. C'est-à-dire que dire... Est-ce qu'on peut se projeter aujourd'hui sur le moyen terme dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, nouvelle année 2023, incertitude, inconnue? Incertitude, mais l'incertitude, on peut l'appréhender et la contenir, parce que c'est ça le rôle du responsable. C'est-à-dire que quand les marchés sont incertains, il faut qu'ils donnent plus d'assurance, et cela à travers, c'est-à-dire une annonce, par exemple, de dire que, quelle que soit la situation, que ce soit monétaire au Maroc ou celle sur le marché financier international, c'est-à-dire que la Banque centrale peut-être va procéder à des relèvements, mais ces relèvements ne vont pas dépasser... Ces relèvements, il y a eu 2 relèvements, je le rappelle, lors du deuxième semestre 2022, septembre et ensuite en fin d'année. Est-ce qu'il faut faire une évaluation? Parce que je rappelle que le relèvement des taux, c'est essentiellement pour contrecarrer, voire casser les courbes inflationnistes. On voit aujourd'hui que les deux relèvements de taux qui ont été réalisés en 2022 n'ont eu aucun effet sur l'inflation, puisque l'inflation est toujours à des niveaux extrêmement élevés. Est-ce qu'il faut continuer, selon vous, cette perspective? Moi, personnellement, je suis de ceux qui disent ou qui considèrent que le relèvement des taux d'intérêt directeurs pas d'impact sur l'inflation? Au Maroc, dans le contexte actuel, n'a pas d'impact sur l'inflation. D'accord. Donc pourquoi on en a fait 2? Pourquoi on s'apprête à en faire un 3e? Pour moi, selon vous, est-ce que si le gouverneur de la Banque centrale, Tijouari, décide et annonce en tout cas dans les prochaines semaines une nouvelle hausse du taux directeur, on passerait de 2,5 à 3, même si les agences de notation financière internationales nous suggèrent en fait, de passer de 2,5 à 3,5, donc ça plus donc un rallongement de 100 points de base, est-ce que ça serait une erreur stratégique, politique, économique et sociale pour lutter contre l'inflation? Ce n'est pas une erreur, mais c'est un ajustement technique. Parce qu'il ne faut pas voir toujours le taux directeur dans le sens d'une causalité crédit bancaire ou crédit d'une manière générale, inflation, mais il faut le voir dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous maintenez des taux d'intérêt directeurs ou des taux d'intérêt d'une manière générale bas face à un contexte inflationniste, donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc vous nuisez ou vous... J'alimente l'inflation indirectement. Ce n'est pas l'inflation, mais c'est-à-dire l'épargne. Parce que ça, c'est un élément extrêmement important. Parce que finalement, la Banque centrale... La perte de valeur pour ceux qui ont de l'épargne. Ça n'encourage pas l'épargne parce que les dépôts à terme... Je dois encourager l'épargne aujourd'hui ou je dois encourager la production et la consommation? C'est les deux. Qu'est-ce que je fais dans la séquence inflationniste dans laquelle je suis aujourd'hui? C'est les deux. Parce qu'on a une baisse de la croissance économique, une baisse de la productivité, une baisse de la consommation. Parce que la Banque centrale, elle ne gère pas le court terme, mais c'est un conducteur d'un grand navire. Donc quand il tourne le Sauf volant... que là, aujourd'hui, elle doit gérer le court terme. Parce que l'inflation, c'est le court terme, c'est le quotidien, c'est détérioration du pouvoir d'achat de chacun d'entre nous. Elle gère le court terme, mais sans nuire, c'est-à-dire porter une nuisance au moyen-long terme. C'est-à-dire qu'il y a toujours, parce qu'il y a quand même des baisses des dépôts à terme qui sont importantes. On voit d'ailleurs le cash en circulation qui est en augmentation. Donc il y a une baisse des dépôts à terme, c'est extrêmement important. Il y a également le problème aujourd'hui qui a été constaté au niveau du financement du Trésor, qui est quand même à prendre en considération. Et donc tous ces éléments doivent être gérés par la Banque centrale. Est-ce que la Banque centrale doit gérer aujourd'hui le financement du Trésor comme priorité, ou se dire aujourd'hui comment faire en sorte, parce que c'est la prérogative principale, de mieux cibler l'inflation? Parce qu'on a l'impression qu'en fait, la Banque centrale regarde surtout le Trésor, les banques, les assurances, mais les banques essentiellement, mais les consommateurs, les citoyens, l'intervention du pouvoir d'achat, qui sont confrontés à une inflation quotidienne. Parce qu'on se trompe. Moi, je considère qu'il y a un élément extrêmement important à prendre en ligne de compte.
la Fed, c'est-à-dire le mode de gestion de la Fed n'est pas celui de la Banque centrale marocaine. Donc on n'est pas sur le même modèle, même si les statuts se rapprochent un petit peu. C'est-à-dire la réalité économique La réalité économique est tout à fait différente. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le relèvement de taux n'aura aucun impact sur l'inflation. On ne ralentira pas l'inflation en augmentant les taux directeurs. De mon point de vue, la nature de l'inflation qui existe aujourd'hui au Maroc, notamment au Maroc, puisqu'on parle du Maroc, n'est pas une inflation qui peut être contrée à travers l'instrument monétaire. Parce que nous avons, vous le savez, c'est-à-dire une inflation importée qui touche aux produits énergétiques et aux produits alimentaires, et ces produits sont rigides, c'est-à-dire qu'il y a une rigidité à la baisse par rapport à leur consommation, et donc la baisse des crédits bancaires ne va pas impacter, sachant que les crédits jouent pour 10% du PIB. Et une bonne partie des crédits bancaires, c'est des crédits également qui sont un petit peu imperméables au taux d'intérêt directeur. Donc il n'y a pas de système de vase communicant. Il n'y a pas un grand système, sachant qu'il y a un autre élément extrêmement important, c'est que aujourd'hui les biens échangeables, c'est-à-dire les dirhams qu'on met supplémentaires ou qu'on tire de l'économie, c'est-à-dire qu'on enlève de l'économie, il impacte parce qu'on importe à peu près 35% ou 40%. Donc il y a un élément sur c'est-à-dire le externe c'est-à-dire que nous ne sommes pas comme les États-Unis qui ont un taux d'importation qui est de 8% de leurs produits intérieurs bruts. Est-ce que ça veut dire, Omar Bakou, que si demain le gouvernement de la Banque centrale annonce un relèvement des taux, il faudra tout de suite en fait pour vous dire attention, n'attendez surtout pas que ça va réduire l'inflation et que les prix et la cherté de la vie se poursuivra, même s'il y a des augmentations de taux directeurs qui sont annoncées dans les prochaines semaines? Exactement. De mon point de vue, c'est un ajustement technique qui vise c'est-à-dire à rééquilibrer ce rapport entre épargne et investissement, c'est-à-dire entre créditeurs et débiteurs. Dernière petite question, parce que c'est intéressant. Nous, chez nous, en tout cas, on n'est pas les États-Unis ou d'autres pays occidentaux, d'autres pays européens, où il y a un système où effectivement l'instrument monétaire peut permettre, ne serait-ce que de freiner, en tout cas, la courbe inflationniste. Qu'est-ce qui pourrait le permettre? Chez nous, considérant que la Banque centrale chez nous a et ailleurs d'ailleurs, c'est avant tout comme prérogative le ciblage de l'inflation et les prix de vente pour les consommateurs. C'est-à-dire quel est le système pour contrer l'inflation au Maroc? Si chez nous, ce n'est pas l'instrument monétaire. Pour la Fed, pour les États-Unis, c'est l'instrument monétaire. Pour les Européens, c'est l'instrument monétaire. En tout cas, c'est celui qui est utilisé. Chez nous, si ce n'est pas l'instrument monétaire, c'est quel instrument? C'est l'instrument monétaire pour partie. C'est-à-dire qu'on a déjà une politique monétaire responsable, donc qui fait qu'elle n'émet pas de la monnaie comme ça, d'une manière décorrélée par rapport au PIB. Mais de mon point de vue, il faut que, quelque part, une gestion à la fois à court terme et à moyen terme, et la gestion à court terme, c'est peut-être cette caisse de compensation qu'il faut, quelque part, modifier ou transformer. Parce que la caisse de compensation au début... Moins de dépenses de l'État sur la caisse de compensation, ce n'était pas des subventions à la consommation au début. C'était des compensations. Il y a des prix qui augmentent, des prix qui baissent, et on essaie de faire en sorte c'est-à-dire de stabiliser les prix. Aujourd'hui, rien n'empêche c'est ce qu'on fait, en fin de compte, parce qu'à la fois on fait des lois de finances rectificatives ou des modifications budgétaires dans ce sens. Donc il faut que ça soit formalisé pour dire que finalement on va sécuriser le consommateur. Donc juste aux Marocains qui nous écoutent, qui écoutent attentivement sur le ring, l'ODJ TV et radio avec Omar Bakou, économiste et spécialiste en politique de change. Ça veut dire que chez nous, l'instrument monétaire n'aura aucune efficacité réelle, en tout cas, et ne permettra pas de toute façon d'inverser la courbe inflationniste. Et donc, vis-à-vis de ceux qui sont victimes, entre guillemets, en tout cas, qui sont impactés, et ça c'est le plus grand nombre chez nous, par la cherté de la vie, par l'inflation, voire l'hyperinflation, qu'est-ce qui peut être fait pour eux, concrètement? Bon, c'est ce Parce qu'on est dans une séquence aujourd'hui extrêmement compliquée. On a une inflation qui est galopante et qui est hyper contagieuse. On a vécu le Covid avec son effet de contagiosité. Là, on a une inflation qui a le même effet. Un effet extrêmement contagieux où on a toutes les chaînes de valeur aujourd'hui qui sont virusées, j'ai envie de dire, par l'inflation. Bon, il y a deux aspects. Il y a une gestion de l'offre, c'est-à-dire sectorielle par rapport à chaque produit. Quand on prend les produits énergétiques, il y a déjà une tendance baissière, mais il faut continuer ça. Qu'on ne voit pas quand on consomme. Ça va venir, puisqu'il y a une décorrélation, il y a un délai de transmission, mais il faut continuer à travers une bonne régulation du secteur et peut-être
à travers une annonce pour dire que finalement, si le prix dépasse un certain prix, il y a l'État qui va intervenir pour justement sécuriser les consommateurs. Mais il faut accompagner ça par tout ce qu'on fait en matière de modèle de mobilité, c'est-à-dire en favorisant les transports collectifs, etc. Et même quitte à une réforme du secteur des transports qui est extrêmement important. Oui, mais extrêmement coûteuse, mais extrêmement coûteuse. Quand on voit ce qu'il faut... non, de mon point de vue, n'est pas coûteuse. Dernière petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à l'inflation, c'est une question, une interrogation qui intéresse tout le monde, chacun d'entre nous, est-ce que c'est les prix qui augmentent ou c'est notre monnaie qui baisse? Non, c'est les prix quand ils augmentent, donc le pouvoir d'achat de la monnaie baisse. Donc, est-ce que c'est plus la monnaie, notre dirham qui baisse quand on est confronté à une augmentation de produits de consommation de 10 ou 15, 20 ou 30%? Est-ce que c'est notre monnaie qui baisse ou est-ce que c'est le prix qui a augmenté? Non, c'est les prix plutôt qui ont augmenté. C'est-à-dire quand vous faites partie des 20% les moins aisés, donc vos produits, votre consommation alimentaire représente 50% de ce que vous consommez. Donc ce que vous avez, vos revenus, cette perte de pouvoir d'achat, c'est perte monétaire aussi. Il baisse de 50% dans la mesure où ce que vous achetez, quand vous achetez avec 100 un panier, avec les mêmes 100, vous allez acheter 50% du panier. Donc c'est les prix qui sont là. Pour schématiser. Les prix à la hausse, c'est les prix à la hausse. Et les monnaies aussi qui se déprécient mécaniquement. Elle perd son pouvoir d'achat donc à cause de cette augmentation des prix. Merci infiniment à vous, Omar Bakou, pour cet éclairage sur le bug monétaire, le marché monétaire, la panique qu'il y a eu en début d'année et les raisons que vous avez invoquées, en tout cas qui expliquent en tout cas ce qui s'est passé en début d'année, ces enjeux aussi de resserrement monétaire. On le voit avec la Fed et la BCE, parce qu'on est interdépendant aussi d'un point de vue monétaire. Ce n'est pas parce que le dirham n'est pas interchangeable sur les marchés internationaux, des capitaux ou autres, qu'on n'est pas impacté, en tout cas qu'on ne peut pas être impacté. Et vous avez rappelé que la spécificité chez nous, c'est que ce n'est pas l'instrument monétaire qui peut avoir un effet direct et efficace sur la courbe inflationniste. Donc merci une fois de plus à vous. Je vous en prie. Omar Bakou pour cet éclairage. Je rappelle, Omar Bakou, économiste, spécialiste en politique de change. Et peut-être un rééquilibrage du panier et de la politique de change, mais ça on verra. On verra. Merci en tout cas à vous. Je vous en prie. Et à très bientôt. À très bientôt, c'est Rachid. Et je montre votre livre. Dernier ouvrage de Omar Bakou, tome 2, la convertibilité du dirham en question, manifeste pour la transition d'une convertibilité désordonnée, ce qu'on a déjà vécu, à une convertibilité ordonnée. Mais il y a toujours la convertibilité du dirham qui est un enjeu sur du court, moyen et surtout long terme.